Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Patrick Roger, Laurie Leclerc. Et l'invité politique du jour, c'est Rodrigo Arenas, député La France Insoumise de Paris. Bonjour Rodrigo Arenas. Bonjour. Merci d'être avec nous. À quoi sert l'école? Est-ce qu'on y apprend bien? On parle beaucoup des profs et de leurs conditions. Est-ce qu'on s'occupe aussi des préoccupations des enfants et au passage des demandes des parents d'élèves? On va voir ça avec vous parce que vous êtes l'ancien président, je l'ai dit, de la FCPE. Vous allez nous dire également pourquoi vous vous êtes engagé d'ailleurs avec la France Insoumise, au passage aussi, évidemment. Et puis LFI qui semble un peu divisé sur l'affaire de l'imam Ekioussen qui est en fuite, on en reparlera tout à l'heure. Commençons par cette rentrée. Un premier point, c'est la rentrée sans masque. C'est ça. Fini le Covid, etc. Comment, vous, l'ancien justement président de la Fédération des parents d'élèves, comment sont les enfants aujourd'hui? Dans quel état sont-ils? Puisque je sais qu'on vous entendait beaucoup à l'époque sur cette histoire. En fait, aujourd'hui, on est en train tous de payer le prix du Covid, en fait, d'un point de vue d'ailleurs des enseignants qui vont pas très mal. Certains sont très fatigués parce qu'ils ont mis plus que leur salaire pour faire leur métier pendant le Covid. Ils ont été, on le sait maintenant, très maltraités aussi par le ministère de l'Éducation nationale pendant ces années-là. Et c'est des enfants qui, pour certains, ont des retards cognitifs parce qu'on n'a pas fait la classe comme avant et que l'école s'est un peu effondrée pendant ce moment-là. Donc, c'est compliqué. L'école s'est effondrée. Certains disent au contraire, elle a tenu, l'école. Alors, elle a tenu parce que les enfants ont continué à avoir une scolarité, mais elle s'est effondrée du point de vue de ses objectifs, c'est-à-dire par exemple, vivre ensemble. L'école, ce n'est pas juste l'instruction. D'ailleurs, on sait que dans les années 30, la France est passée du ministère de l'Instruction nationale au ministère de l'Éducation nationale. Ça dit des choses, c'est-à-dire qu'à l'école, on apprend aussi à vivre avec l'autre, à coopérer. D'ailleurs, à la cantine scolaire, on ne fait pas que manger, on apprend aussi à manger autrement, manger à la française, comme on dit, c'est-à-dire autour d'une table, à échanger, et pas comme aux États-Unis, on est avec une lunchbox dans un coin de la cour, on voit ça sur les séries Netflix ailleurs. Donc c'est aussi ça, c'est aussi des risques psycho-affectifs pour les enfants. Il y a des enfants qui ont été lourdement affectés psychologiquement et que le système d'assistance et de soutien aux enfants de ce point de vue-là, notamment au milieu scolaire, n'est pas au niveau. On sait maintenant, le Covid l'a révélé, que les médecins scolaires, les psychologues scolaires, ce qu'on appelle les psy-UN, les assistantes sociales, tout ça aujourd'hui n'existe pas vraiment. Donc c'est compliqué pour plein de gamins. Est-ce qu'il y aura aussi un prof dans chaque classe? C'est la grande question du jour. Pape Ndiaye, donc le ministre de l'Éducation, l'a promis il y a quelques jours. Vous le croyez ou pas? En tout cas, ça a été ma première question au gouvernement dès que l'Assemblée nationale a ouverte. La réponse aujourd'hui est non. Vous le dites d'ores et déjà, vous? Oui, il y a plein de retours qui viennent notamment du secondaire avec des matières qui ne seront pas pourvues aujourd'hui d'enseignants pour plein de raisons. Une des raisons, par exemple, c'est le fait d'avoir réintroduit les mathématiques dans le tronc commun et c'est très bien. Sauf que certains emplois du temps avaient déjà été faits avant l'annonce gouvernementale. C'est-à-dire que, en fait, Pape Ndiaye, pour être clair, ne peut pas rattraper tout l'héritage du ministère précédent de Jean-Michel Blanquer et que il fait comme il peut et il peut. Donc il a menti là? Non, il n'a pas menti, c'est juste que il n'a peut-être pas mesuré. Vous défendez, c'est bien, vous défendez le ministre. Enfin, c'est bien. Moi, je ne défends pas le ministre, je défends l'école. Voilà, donc je pense qu'il n'a pas mesuré l'ampleur des difficultés qui étaient sur la table. C'est grave parce que qui avait mesuré l'ampleur? Moi, vous savez, pendant des années, vous l'avez dit, j'ai fait un peu la Cassandre, c'est-à-dire que j'annonçais ce qui allait arriver, j'aurais préféré me tromper, le problème c'est que personne n'y a cru. Et maintenant, c'est devant nous. C'est devant nous sur la question du pouvoir d'achat des familles, c'est devant nous maintenant, et c'est actuel, sur la question des retards cognitifs, c'est devant nous, et on y est dedans sur le problème de recrutement. Je dénonçais ça en 2014 du temps de Najat Vallaud-Belkacem. Vous voyez, c'est quelque chose qui vient de très longtemps. Il y a eu des efforts, Rodrigo Arenas, qui ont été faits pour le recrutement. Et puis il y a eu ces recrutements express. Vous êtes favorable à ça ou pas? Non, moi je pense qu'enseigner c'est un métier. Ça fait des années que je milite et que j'agis et que j'écris et que on le porte d'ailleurs avec mes collègues de la NUPES aujourd'hui. Le fait qu'on puisse recruter dès la licence et non pas un master et de pouvoir faire en sorte que les étudiants qui choisissent d'être enseignants aient un revenu pour l'être. Vous voyez, c'est ce qui existait en fait en France il y a plusieurs années. C'est-à-dire que vous rentrez dans une école qui vous formait pour être enseignant, vous étiez payé pour ça et vous deviez un certain nombre d'années à la nation. Voilà, ça permet notamment d'avoir, vous savez, une sorte de mixité sociale au niveau des enseignants. Parce que qui on perd? On perd tous ces étudiants qui voudraient être enseignants, mais pour qui c'est extrêmement cher d'aller jusqu'au bout du master. Parce que Donc au niveau de la licence, il faudrait pouvoir bifurquer et puis les accompagner, de la formation. Absolument, ça devrait comme quand vous êtes ingénieur, vous suivez une formation et quand vous finissez, vous êtes ingénieur. Donc vous pouvez faire ça aussi pour les enseignants, parce que être enseignant, c'est aussi noble qu'être ingénieur, polytechnicien, etc. Et tous ces gens-là, ils ont un revenu pour faire ça. Donc la question, c'est comment on traite les enseignants. Vous savez,
savez, avant, on commençait, y compris à la sortie de la 3e pour certains, c'est-à-dire que très jeune, vous vous dédiez à ça et l'État vous prenait en charge pour devenir enseignant. Il faut revenir à ça pour permettre notamment... Dès la 3e, attendez, non, c'est quand même un peu difficile. C'est une orientation. Oui, c'est une orientation, mais dès la 3e, vous dites, Rodrigo Arenas, on pourrait commencer à flécher des enfants pour qu'ils deviennent enseignants. Mais en tout cas, vous avez des enfants de 3e aujourd'hui qui font ça. On veut les mettre dans les boîtes aujourd'hui, faire l'apprentissage, etc. Oui, pourquoi on ne ferait pas avec l'éducation nationale? C'est quelque chose de noble, de permettre notamment à tous ces élèves qui aujourd'hui sont issus de ce qu'on appelle les milieux populaires, en fait, qui viennent des classes pauvres de notre pays, qui ne peuvent pas le faire parce qu'ils n'ont pas les moyens d'aller jusqu'au master. Donc la question, c'est de regarder sur le temps long. Vous savez, la Finlande, ils ont mis 50 ans à rénover leur système éducatif. Donc le il faut pays est un petit peu plus petit en plus, quand même. Hein. Donc nous, on a beaucoup plus de complexité, quoi, dans l'ensemble de notre territoire. Bah, regardez, vous prenez la ville de Saint-Denis, par exemple, qui est en Seine-Saint-Denis, comme tout le monde sait, ça porte son nom. Ils mettent la cantine gratuite pour les élèves de maternelle et ils vont aller sur l'ensemble d'élémentaire d'ici dans 5 ans. Bah, la ville de Saint-Denis est plus petite que la Finlande, ils le font. C'est pas une question de taille, c'est une question de volonté politique et une question de moyens qu'on met en œuvre pour ça. Oui, mais alors la cantine gratuite, j'ai un sujet. Hier, on recevait un maire qui est un ancien ministre aussi, Stéphane Le Foll. Il disait on peut pas mettre la cantine gratuite pour tous parce qu'il y a un coût, évidemment. Bah, il y a un coût, ça s'appelle les impôts. Là, en plus, il y a des hyper profits qui arrivent, etc. Donc, il va y avoir un sujet. Ah bon, les super profits doivent payer la cantine avec vous. Bah, c'est pas un peu simpliste comme raisonnement, ça, Rodrigo Arenas, non? Non, ce qui est simpliste, c'est de croire qu'on ne peut pas changer de modèle. Voilà. Stéphane Le Foll, moi, j'entends ce qu'il dit. S'il est pour le statu quo et continuer ce qui ne marche pas, il dit pour les plus modestes, il faut faire des efforts, payer moins cher, quoi. Il faut qu'il révise ses plaquettes et qu'il regarde un peu plus loin que sa commune. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur les 3 millions d'enfants pauvres, il n'y en a que 40% qui ne vont pas à la cantine. Et sur l'ensemble de toutes les communes, il y en a 40% qui n'ont pas de caution. Donc ça veut dire qu'il y a plein d'enfants en fait qui n'ont pas. Le système à 1 euro, c'est 18 000 enfants, c'est un échec. Donc la question c'est que comment est-ce qu'on change de braquet? Est-ce qu'on considère pour un enfant que manger c'est un droit, qu'avoir un toit c'est un droit? Eh ben la réponse c'est oui. D'ailleurs c'est la Convention internationale. Bon, la gratuité, ce serait 8 milliards. Attendez, c'est pas gratuit. Ah ben c'est pas gratuit, c'est les impôts. Oui, ça coûte quand même 8 milliards à la nation pour ça, parce que l'école coûte déjà très cher, quoi. C'est ce que veut l'ANUPS, quoi. Hein. Donc, et vous êtes favorable à ça, quoi. Oui, et d'ailleurs, l'État s'est privé de ressources extraordinaires. Par exemple, quand on a fait la fin de la taxe d'habitation, en plein Covid, c'est 17 milliards d'euros dont s'est privé l'État. Là, avec la redevance audiovisuelle... C'était avant la taxe habitation, mais on s'est privé de ça. C'est-à-dire que pour répondre à des promesses électorales d'Emmanuel Macron, plutôt que d'arrêter, il a préféré continuer, sûrement pour se faire réélire, j'en sais rien, moi je suis pas dans ces calculs, mais ces 17 milliards d'euros, ils auraient été très utiles pour les enfants, à condition qu'on les flèche. Là, sur la taxe audiovisuelle, on vient de 3,5 milliards d'euros. Et tout ça, c'est pris sur quoi? Sur la TVA. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, parce que la consommation que nous avons maintenue d'une certaine façon, qui est subventionnée par l'État, avec l'inflation, augmente le taux de TVA, ça permet de dire tout va bien, mais demain, quand la consommation va baisser, et elle va baisser du fait de l'inflation et du fait de l'ajustement du revenu des familles par rapport au revenu qu'on a, cette TVA va baisser, et donc on aura moins d'argent dans les caisses de l'État. Vous voyez, tout ça, c'est des choix politiques. Mais il s'est engagé, c'est parce qu'il s'est engagé, il est prisonnier de ça, de ses promesses, il s'est engagé à baisser les impôts. Il peut tout à fait revenir dessus. Vous savez, moi, sur la TVA, sur la taxe, ce qui vous finance en fait, sur la redevance audiovisuelle, j'ai proposé... Ah non, mais alors pas nous, c'est la publicité. Non, moi je parle des médias en général. Ah bah non, mais c'est les médias du service public, c'est les médias du service public, bien sûr. Et vous en profitez. Quand les médias du service public mettent en place une information, etc., vous la prenez. Chacun fait son information, on ne la prend pas nécessairement, quoi, parce que justement, je ne sais pas quelle est aussi... En tout cas, chacun fait son info, Rodrigo Arenas. La FP existe, vous prenez des dépêches France Info, etc. Et c'est très bien d'ailleurs, c'est très bien de coopérer, de travailler ensemble pour que les auditeurs aient l'information exacte. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que moi, j'ai proposé à l'Assemblée nationale, à travers un amendement, de taxer les GAFAM. La réponse est non. Ça se fait aux États-Unis. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les GAFAM ont un chiffre d'affaires en France qui n'est pas taxé parce qu'il est taxé aux États-Unis, qui prend plein pot. Alors ça, c'est l'Europe, quoi. Hein. C'est le fonctionnement aussi de l'Europe. C'est à l'échelle européenne. Non, c'est un manque de courage. On peut tout à fait le faire. Plutôt que de faire la TVA, on aurait pu le faire. Bruno Le Maire a eu peur des États-Unis. Il n'a pas voulu le faire et c'est réalisable et en tout cas, c'est souhaitable. Pourquoi justement vous vous êtes engagé en politique, Rodrigo Arenas? Une petite parenthèse quand même. Vous étiez, vous aviez un métier, parent d'élèves, après président. Pourquoi vous êtes engagé à la France Insoumise? Parent d'élèves, j'étais bénévole. Hein, bien sûr.
pour tout ce qu'on est en train d'échanger là. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a plein de combats que j'ai portés avec mes amis, avec les parents d'élèves, avec les profs aussi, et avec les enfants, les lycéens, notamment sur les questions des luttes climatiques, j'étais à leur côté, etc. Mais à un moment donné, vous vous cognez contre un mur. Parce que le pouvoir politique, il veut pas entendre ça. Il veut pas changer. D'ailleurs, on le dit. Pourquoi est-ce qu'on ferait la cantine gratuite ? Parce que c'est nécessaire, parce que les enfants, faut qu'ils mangent, et parce que le système de charité républicaine, on choisit ses pauvres avec des quotients qui existent ou pas, c'est arrivé au bout d'un système. On peut plus continuer comme ça. Donc, j'ai senti le besoin et la nécessité, et l'AFI m'a donné cette opportunité de passer de l'autre côté, pour essayer de faire en sorte de sauver le futur, en fait, tout simplement, d'y contribuer. Oui, on ne peut pas non plus avoir du quoi qu'il en coûte en permanence, quoi. Tout payer pour tout le monde, quoi. Ou alors vous voulez revenir à un système comme ça ? Je sais pas, quand vous êtes malade, vous allez à l'hôpital, on vous demande votre carte vitale, point barre. Ouais. Donc pourquoi on doit payer un peu ? On doit payer un peu. Et d'ailleurs, c'est très injuste. Parce que qu'on soit riche ou qu'on soit pauvre, on paye la même chose en tant que petit rajout de tickets modérateurs. Il y en a certains qui payent moins et qui ont de la gratuité totale des soins. Oui, les CMU. C'est un peu normal. C'est-à-dire qu'en France, on a fait le choix qu'on soit riche ou qu'on soit pauvre, on a le droit d'être soigné. Vous savez, moi je vous dis qu'un enfant qui soit riche ou qui soit pauvre, dans une famille riche ou pauvre, il a le droit d'aller à la cantine. C'est normal, c'est votre avis. Tous les auditeurs ne sont sans doute pas de cet avis. L'affaire de l'expulsion de l'imam Iqiyoussen, qui est aujourd'hui donc introuvable. Darmanin s'était réjoui de la décision du Conseil d'État, et la fuite de l'imam et la décision du Maroc signent un échec selon vous ou pas ? En tout cas, c'est une profonde humiliation pour la France, d'abord parce que Monsieur Iqiyoussen n'était pas un citoyen lambda, donc il a échappé au contrôle de la police. On ne sait pas où il est. Monsieur Madin dit qu'il est en Belgique, moi j'en sais rien. Il est totalement plus informé que moi. D'ailleurs, il doit être très informé parce que la presse a révélé qu'il le connaît depuis 2014. Donc il faut arrêter de faire semblant. Il faut arrêter de faire semblant que Monsieur Darmanin ne connaissait pas ce monsieur et que tout à coup ça devient l'ennemi numéro 1 et qu'aujourd'hui il intente plein de choses et qu'il aurait pu intenter avant. Donc qu'est-ce que vous dites à Gérald Darmanin alors s'il était en face de vous ce matin ? Écoutez, moi je pense d'abord moi je suis parlementaire, donc j'ai un droit de regard là-dessus. Mais je pense que nos concitoyennes et nos concitoyens doivent savoir quelles étaient les relations qu'il entretenait avec ce monsieur quand il était à l'époque pas ministre, qu'il était maire de Tourcoing, etc. Parce que manifestement, ils avaient des liens à l'époque qui sont révélés par la presse. Il rencontrait un peu tout le monde, toutes les communautés aussi. Non, on peut pas dire aujourd'hui que ce qu'il dit, et d'ailleurs je partage ça, que les propos antisémites, racistes, homophobes, etc. qu'il entretient sont condamnables aujourd'hui et qui n'étaient pas condamnables hier alors qu'il les tenait déjà. Ça c'est le premier point. Le deuxième, c'est que ça devient une affaire d'État. Parce que le fait que le Maroc ne donne pas un visa consulaire pour que ce monsieur soit extradé, maintenant ça ne dépend plus de lui, ça dépend du président de la République et du Quai d'Orsay. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on a un problème diplomatique qui n'était pas nécessaire et on a un problème aussi de compétence aujourd'hui du gouvernement parce que ce monsieur n'aurait jamais dû s'échapper. Il ne devrait pas être en cavale. Donc la solution qu'il préconise, il revient, il met en centre de rétention administrative, qui au passage est un échec humain. Moi je suis contre ces systèmes-là, mais peu importe. On est dans une situation où on attend que la Belgique l'attrape pour le ramener en France éventuellement. Mais quand il sera en France, il ne sera pas extradable. Donc ça devient un casse-tête pour tout le monde. Monsieur Darmanin a créé un problème qui n'aurait pas dû exister. Oui, c'est ça. Bon, vous, la place de cet imam, elle est où, selon vous ? Aujourd'hui, ce que dit le Conseil d'État, c'est que la place de cet imam est au Maroc. Parce qu'il y a des divisions au sein de la France insoumise, quoi. Il y en a qui ont critiqué la décision. Non, il n'y a pas de division sur l'arrêté d'expulsion. Il y a des différences d'appréciation juridique, mais moi je suis pas juriste. Ouais. Voilà. Maintenant, ce que je peux vous dire, c'est que je suis pour l'état de droit. La République, c'est la loi. C'est pas le choix discrétionnaire d'un homme qui décide à la place de la collectivité. Il y a des lois. Et personne n'échappe à la loi. Qu'on soit président de la République ou qu'on soit simple citoyen. Heureusement, c'est ça la République. Donc, le Conseil d'État a tranché. La loi doit s'appliquer. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut pas le faire parce que ce monsieur est en cavale. Apparemment, il est en Belgique. Que monsieur Darmanin, manifestement, le connaît et qui doit faire toute la lumière sur qu'est-ce qui s'est passé. Comment ce monsieur a échappé au contrôle de la police. La police a besoin d'avoir des moyens pour faire son travail. Manifestement, sur cette affaire-là, ce n'est pas le cas. Oui, Rodrigo Arenas, dernière question. Oui. Là, il y a eu une enquête, un sondage réalisé par l'IFOP pour le journal La Croix, où 70% de la communauté musulmane a voté pour Jean-Luc Mélenchon. Et on y apprend aussi, avec une note des renseignements généraux, que des islamistes se cachaient dans certains appels à voter pour Jean-Luc Mélenchon. Vous rejetez ça ou pas ? Vous savez, moi je suis pas responsable de ce que font les gens, les associations, etc. Moi en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que l'association que j'ai dirigée n'appelle à voter pour personne, voilà, qu'elle n'est pas partisane, donc je préfère clarifier ce point-là tout de suite. Son parti, c'est les enfants. Mais ce qui est sûr, c'est que si on écoute les propos de Jean-Luc Mélenchon sur sa campagne présidentielle concernant la communauté musulmane, il n'y a pas d'ambiguïté sur les liens qu'il entretient avec tout ce que vous abordez et qu'on ne dit pas là, c'est-à-dire l'islamisation, etc., etc.
etc. Il n'y a pas d'ambiguïté. Non, il n'y a pas d'ambiguïté sur ce point-là politiquement. Ce que nous dénonçons, et moi-même je l'ai dénoncé, rappelez-vous, sur la question des accompagnatrices qui portent un foulard, c'est qu'on n'a pas le droit en France de discriminer une population a priori. Ça s'appelle le délit de faciès. Ça, ce n'est pas acceptable. Parce que parmi nos camarades musulmans dans la France insoumise, parce qu'ils se réclament de ça, mais moi j'en ai rien à foutre en fait, excusez-moi de parler comme ça, de quelle religion ils sont. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qu'on partage ensemble. Ce qui m'intéresse, mais il y a des valeurs de la République au sein de l'école. Absolument. Et ça vous a pas échappé, quoi. Et ça vous a pas échappé que je demande qu'on enseigne la philosophie et le droit depuis le plus jeune âge, y compris depuis la maternelle. Parce que la laïcité, ça s'apprend. Voilà. Merci Rodrigo Arenas, député de la France Insoumise, était l'invité ce matin de Sud Radio. Dans un instant, la revue de presse et puis le débat tout à l'heure. Françoise Degois face à Elisabeth Lévy. Il va y avoir du sport avant de retrouver Valérie Expert. 7h-9h, le grand matin Sud Radio.